Bonjour, nous sommes le 27 mars 2020 et cette vidéo que j'enregistre est particulièrement adressée aux participants à la session 2020 de la section clinique d'Aix-Marseille. Cette année, nous avons donné au séminaire théorique de la section clinique un titre qui est le suivant. Psychose ou non-psychose? Le ou étant le terme de l'alternative, psychose ou bien pas psychose. Et chacun repère que ce titre n'est pas un titre qui utilise des concepts ou qui inscrit une thèse, mais plutôt un titre qui fait référence à ce que l'on entend dans les couloirs ou lorsque les collègues discutent entre eux et qu'ils se posent une question pour laquelle ils n'arrivent pas à trancher ou pas vraiment trancher avec certitude. Tel patient est-il psychotique ou ne l'est-il pas? Tel malade hospitalisé est-il psychotique ou ne l'est-il pas? Et nous avons voulu reprendre cette question qui est un véritable enjeu clinique puisque selon la réponse que l'on donne à la question, psychose ou pas psychose, des conséquences de traitement s'en déduiront. Mais ma question aujourd'hui, dans ce cadre général, est plus limitée. Elle peut se dire ainsi. Que deviennent les concepts de la psychanalyse inventés par Freud lorsque l'on décide de les exporter dans le champ des psychoses? L'Oedipe comme construction, le désir, la pulsion, le transfert, etc., et bien évidemment l'inconscient, sont des termes construits et dont on a pu mesurer l'efficience, voire l'opérationnalité clinique dans le champ des psychoses. Mais faut-il encore le démontrer, puisque ces concepts-là appartiennent d'emblée à la clinique des névroses? Peut-on, c'est ça la question, exporter les concepts du champ analytique issus de la clinique des névroses tels quels dans les psychoses ou pas? Cela est-il possible pour certains concepts et pas d'autres? Et je pose cette question qui peut-être surprendra les plus jeunes, parce que j'appartiens à une génération où, lorsque j'ai commencé à travailler dans des groupes où l'enseignement de Lacan était interrogé, il y a fort longtemps, et du temps même de l'école freudienne de Paris, parfois on entendait que les concepts de la psychanalyse élaborés à partir du champ des névroses ne pouvaient pas être tels quels utilisés dans le champ des psychoses. On entendait par exemple qu'il n'y a pas d'angoisse dans la psychose. Et ils préféraient utiliser un autre terme, ainsi celui de déréliction, qu'ils ne définissaient pas de façon précise, mais ils tenaient à bien dire que dans les psychoses, ce n'était pas comme dans les névroses et que donc il fallait tenir compte de l'usage des concepts et en récuser certains quant à leur pertinence, parce qu'issus du champ de la névrose, pour qu'ils soient utilisés dans le champ des psychoses. Donc la question que je me pose, et qui fait partie d'une histoire des concepts
analytique, c'est de savoir est-ce que cette exportation est possible? Nous avons déjà la réponse, oui, mais de poser la question comment? Comment Lacan a-t-il fait? Comment ses élèves ont-ils construit l'affaire? Et pour vous faire entendre que cette question a eu sa pertinence, qu'elle a pu même faire l'objet d'enjeux et de désaccords, je citerai un petit dialogue qui date de 1977, qui a été publié dans la revue Ornica, entre Jacques-Alain Miller et Jacques Lacan. Et c'était à propos de l'ouverture de la section clinique à l'université Paris 8, alors dite Université de Vincennes. 1977, ce n'était pas hier, certes, mais quand même. Voilà la question de Jacques-Alain Miller adressée à Lacan. La clinique des névroses et la clinique des psychoses nécessitent-elles les mêmes catégories, les mêmes signes? Point d'interrogation. Et Miller pose une question, il exemplifie sa remarque, il dit à Lacan, une clinique des psychoses peut-elle, selon vous, prendre son départ d'une proposition comme le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Définition, je fais une incise classique, apport de l'enseignement de Lacan, qui est la définition du sujet. Le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Je reviens à la question de Jacques-Alain Miller, donc, est-ce qu'on peut utiliser dans la psychose l'expression, la proposition, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, avec, ajoute Miller, ce qui s'ensuit de l'objet petit a, du grand S, du petit a, du S1, du S2, ainsi, c'est-à-dire la batterie de concepts qui permettent de construire la structure dans laquelle opère la cure. Bref, ces termes, demande Miller, sont-ils appropriés à la clinique du psychotique? Donc si Miller pose cette question à Lacan en 1977, au moment même où s'ouvre la section clinique au département de psychanalyse de l'université Paris 8, c'est que probablement, dans le champ de la psychanalyse, y compris chez les élèves de Lacan, c'était 4 ans avant la dissolution de l'école freudienne de Paris, cette question n'allait pas de soi dans sa réponse. Lacan répond, la paranoïa, je veux dire la psychose, est pour Freud absolument fondamentale. Et il ajoute, la psychose, phrase souvent répétée qui pour nous fait absolument boussole, la psychose, c'est ce devant quoi un analyste ne doit reculer en aucun cas. Ainsi, on pourrait se demander pourquoi Lacan ne répond pas directement à la question, mais fait référence à la psychose comme ce devant quoi l'analyste ne doit reculer en aucun cas. Et il faut l'entendre comme quoi il y a une psychanalyse possible à partir des psychoses, que les psychoses peuvent être absolument intégrées dans le champ de la clinique et que l'analyste ne doit pas reculer.
Et Miller a repéré qu'il n'avait pas tout à fait obtenu la réponse à la question qu'il avait posée. Il revient à la charge et dit à Lacan, est-ce que dans la paranoïa, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant? Autrement dit, incise, Miller lui demande si la phrase parfaitement exacte pour définir le sujet dans la névrose peut être exportée telle qu'elle dans la psychose. Réponse de Lacan. Dans la paranoïa, le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Jacques-Alain Miller insiste. Et on peut supposer que Jacques-Alain Miller souhaite que ce que va dire Lacan et qu'ensuite il va publier dans la revue Ornica puisse être connu. Miller, et vous pouvez y situer le fading, l'objet A, etc. Lacan, exactement. Jacques-Alain Miller, ce serait à montrer. Lacan, ce serait sûrement à montrer, c'est vrai, mais je ne le montrerai pas ce soir. Autrement dit, ce petit échange me semble avoir une importance déterminante pour en quelque sorte l'histoire des concepts de la psychanalyse lacanienne et leurs usages dans la clinique des psychoses. Oui, et c'est la thèse qui s'élabore, oui, tous les concepts définis à partir de la clinique de la cure des névrosés sont absolument exportables dans la clinique des psychoses, ce qui nécessite néanmoins que la clinique soit interrogée pour savoir ce qui deviennent ces concepts. Voilà ce qui constitue aujourd'hui ma boussole. Bien sûr, certains pourraient dire la démonstration a déjà été faite. Mais je voudrais néanmoins, même modestement, la reprendre. Retrouver la vivacité de ces formules, leur enjeu. Et pour ce faire, je prendrai un cas, le cas le plus célèbre de la littérature psychiatrique, et traité, réinterrogé dans le champ de la psychanalyse. C'est le cas du président Schreber, ce président de cour d'appel à Dresde, dont la paranoïa se déploie et à partir de laquelle il construit un livre puissant pour expliquer au monde la forme qu'elle prend. Lui-même ne se considérant pas comme fou, mais comme l'objet de miracles voulus par Dieu lui-même et transformant son corps d'homme jusqu'à l'éviration où il deviendrait corps de femme. Ce texte a été publié en 1903. Il est puissant et détaillé puisque dans l'édition de poche, il fait près de 400 pages. Ce texte publié en 1903, donc, a été rédigé en 1900, et c'est ce texte-là que Freud lit
et interprète pour produire ce qu'on appelait ensuite l'une des 5 psychanalyses, pour produire donc une clinique de la psychose, comme cela n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que Freud lui-même a voulu montrer l'efficience, voire l'opérativité conceptuelle de ce qu'il élaborait à partir des névroses et de leur étiologie dans un champ nouveau et autre, les psychoses. C'était en quelque sorte la publication de ce texte par Freud, l'état de la question pour les psychanalystes qui répétaient l'analyse freudienne de façon systématique mais souvent très scolaire et qui en profitaient par là même pour maintenir malgré tout la psychose ou les psychoses hors du champ de la clinique psychanalytique, sauf cas rarissime. Au milieu des années 60, lorsque Lacan dit son séminaire 3, les psychoses, il ne cesse pendant une année d'avoir 2 livres dont il va assurer le commentaire ligne à ligne et parfois mot à mot, à savoir les mémoires du président Schreber qui lit en allemand et le texte de Freud. Alors, je l'ai dit, la traduction française de Schreber a été voulue par Lacan, qui a donné ce travail à certains de ses élèves, et le livre est paru aux éditions du Seuil sous le titre justement « Mémoire d'un névropathe », la première édition datant de 1975. Mais les traducteurs remarquent que le titre le plus juste serait le suivant : « Geste mémorable d'un grand malade des nerfs » ou encore « Gestes et mémorables opinions d'un grand malade des nerfs ». Le président Schreber. Le président Schreber, si on veut faire un pas par rapport à l'article de Freud, nécessite d'en passer par le séminaire de Lacan, les psychoses, mais nécessite également d'en passer par l'article qu'il rédigea après, qui est un écrit, à savoir d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, où Lacan tire de nouvelles conséquences de sa lecture de Schreber et la façon de construire une clinique des psychoses. Bien sûr, c'est un texte qui est préalable à cette clinique, entendu comme traitement, mais qui nous ouvre la possibilité du champ clinique. Les lecteurs attentifs pourront aussi lire les travaux de langue anglaise sur le président Schreber qui ont été publiés en français. Ce sont des textes difficiles à la lecture pour un psychanalyste qui s'oriente de Lacan, mais ce n'est pas sans intérêt par les précisions qui parfois sont apportées, même si elles doivent être relativisées et en quelque sorte réinterrogées à partir de l'enseignement de Lacan. C'est dans ce livre qu'on trouve notamment des précisions sur le dossier psychiatrique de Schreber qui a été retrouvé et ce qui permet de comparer les données établies par les psychiatres de la clinique universitaire avec la façon dont Schreber lui-même construit la chronologie de sa maladie. Donc,
je me propose de revenir à cette question de que fait-on des concepts de la psychanalyse si on les exporte dans le champ de la psychose, qu'on ne les récuse pas. Et ensuite, en quoi cette exportation nous permet de construire les repères pour un traitement possible. D'où la nécessité de revenir au texte de Schreber, de revenir à des fragments, à de tout petits fragments qui, pour l'exposé d'aujourd'hui, seront tirés du chapitre 13 et du chapitre 21. Donc, références partielles, mais qui peuvent avoir leur intérêt. Je voudrais isoler une expression que l'on trouve chez Schreber, dans la traduction française, à savoir l'expression qu'il emploie subjectivement certain. Alors, le terme certain a son importance puisque il indique, il indexe dans la façon qu'a le président Schreber de penser ce qui lui arrive, là où il se soutient d'un « je sais », un « je sais » radical, un « je sais » absolu, et même il précise un « je sais » qui est unique. Jamais personne parmi les humains n'a su ce qu'il sait, et il va témoigner de ce savoir inouï et nouveau qui lui est révélé par l'expérience qu'il fait. Mais c'est un certain, la dimension de certitude sur son « je sais » appliqué à sa subjectivité, c'est-à-dire à ce dont il fait l'expérience de la façon la plus intime. Et ce qui est intéressant, c'est que Schreber n'hésite pas à certains moments de sa construction à se faire le savant, voire le psychiatre de son propre cas. C'est un savoir délirant, certes, mais qui rivalise d'intelligence avec le scientifique et le psychiatre. Que donne donc cette expression subjectivement certain si on la rapporte au concept de la psychanalyse qu'on exporte dans le champ des psychoses? Autrement dit, je ne pars pas de la fin de l'enseignement de Lacan, par exemple le commentaire sur James Joyce dans le séminaire 23 titré « Le symptôme pour repenser le président Schreber », mais j'inscris mon travail plutôt dans une histoire et une genèse des concepts psychanalytiques de Lacan pour voir comment, à partir du séminaire 3, mais à partir de quelques séminaires suivants, cette exportation des concepts de la psychanalyse à propos des psychoses est possible. Je prendrai, pour commencer, l'objet. La psychanalyse lacanienne affirme qu'il y a un sujet dans la psychose. Et vous vous rappelez la phrase que j'ai lue de Lacan en réponse à la question de Jacques-Alain Miller. Oui, affirmait-il, et il n'a jamais affirmé autre chose, il y a un sujet dans la psychose. C'est-à-dire qu'il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Si nous partons de cette affirmation, simple, robuste, certes connue,
mais dont nous ne voulons pas faire un mantra qui porterait en lui-même la réponse à toute question, mais nous voulons mettre cette affirmation au travail, cela implique de se poser une question. S'il y a un sujet dans la psychose, qu'implique alors l'articulation éthique et clinique qui pose pas de clinique sans éthique, puisque c'est dans ce pas de clinique sans éthique que se spécifie la praxis psychanalytique. Et il faut affirmer, y compris pour la psychose. Cette question implique que la cure et sa conduite, contrairement à ce qui parfois se colporte, ne saurait se réduire à un pur logico-symbolique qui articulerait le philosophe Wittgenstein avec Hegel, le maître du réel rationnel. La parlotte, le blablabla du par-l'être, trouvant en eux-mêmes, on ne sait par quel miracle, leur cause et leur raison. Ce pas de clinique sans éthique implique l'ordre symbolique et la parole du sujet qui, en énonçant, fait acte. Et je voudrais citer une phrase de Jacques Lacan tirée de son compte rendu de son séminaire de 76-68 qui s'appelle L'acte analytique et qu'on trouve dans les autres écrits et qui n'oppose pas acte et parole. Lacan écrit « L'acte tout court a lieu d'un dire et dont il change le sujet. L'acte produit un avant et un après. Le sujet est subverti, il bouge, il se transforme. Il y a des effets subjectifs nouveaux qui apparaissent et souvent le sujet, lorsqu'il en porte témoignage, parle d'un avant et d'un après. Mais dire acte, c'est poser ce qui nécessairement de cet ordre symbolique, choix irréductible. Ce quelque chose que la parole, dans les défilés qu'elle crée, inaugure, creuse, comme un silence bruyant. Cela ne se dit pas, mais est en position de causer ce qui se dit. Dire acte, c'est interroger ce qui, sous la pression du transfert, se constitue marqué du sceau d'une perte spécifique. Je dis perte, à certains moments de son enseignement, Lacan n'emploie pas tout à fait les mêmes termes. Il peut parler de manque, il peut parler de perte, il peut parler de trou. Chaque fois, ces termes ont des statuts conceptuels spécifiques, mais je ne complexifierai pas l'exposé en donnant chaque fois les définitions relatives et différentielles. Je garde là le mot de perte spécifique. S'en déduit la catégorie de l'objet. C'est du Lacan dans le texte et dans le compte rendu du séminaire de 67-68 que j'ai déjà cité. Il le dit très précisément, s'en déduit la catégorie de l'objet qui ne s'isole d'aucune concrétude, qui est externe à toute définition possible de l'objectivité. Et l'objet ainsi posé, ainsi défini, différent de la réalité matérielle pratico-inerte, les objets du monde, n'est nullement la limite extérieure du procès analytique.
Au contraire, Lacan poursuit son commentaire, que je reprends, que je paraphrase d'une certaine façon, au contraire, hétérogène à toute prise signifiante, il se situe au cœur même de la praxis. Cet objet, le fameux objet A, qui se déduit de la chaîne signifiante, lui demeure inassimilable comme son impossible. Et l'acte, la possibilité de l'acte, est inséparable de ce petit A hétérogène au champ signifiant. Il n'y a de possibilité de l'acte qu'à faire surgir le concept d'objet A pour en saisir la possibilité. L'acte se constate, mais il faut bien supposer que du côté de la causalité de l'acte, l'objet A est à l'œuvre. Cet objet A, qui se déduit donc de la chaîne signifiante, lui demeure inassimilable. On ne fait jamais ami-ami avec le petit A, même si on l'enrobe, même si on essaye de l'annuler, de le recouvrir, puisqu'il est l'impossible de la chaîne signifiante. Mais un impossible spécifié, car ce sont le cernage signifiant, le serrage du mot qui le crée. Alors je cite Lacan dans son texte, lorsqu'il insiste sur l'objet dont il est question n'a aucune concrétude matérielle. Et pour le préciser, Jacques-Alain Miller, dans un article « La clinique ironique », écrivait « L'objet A est ce qui prend consistance quand on parle et au fur et à mesure que l'on néantise. » Donc ce n'est pas un objet qui est déjà là, c'est un objet qui se construit à partir du moment où on parle dans l'adresse à l'autre. Articulé dans la clinique psychanalytique en général, cette catégorie de l'impossible, que la logique traditionnelle pointe comme ceux qui ne cessent pas de ne pas s'écrire, c'est poser ce à quoi la psychanalyse se trouve affrontée, à cet objet non pas contingent ou nécessaire, mais impossible. Il faut voir une conséquence de ces affirmations serrées, et que là je résume en essayant néanmoins d'en faire saisir l'enjeu et l'architecture. Jacques Lacan, dans sa conférence à Sainte-Anne, qui est publiée dans le petit recueil Au Seuil, Je parle au mur, notait, je cite, que l'objet A, c'est un objet certes, mais seulement en ce sens qu'il se substitue définitivement à toute notion de l'objet comme supporté par un sujet. Ce n'est pas, ajoutait-il, le rapport dit de la connaissance. On avait fini par faire en sorte que l'un des termes, le sujet en question, ne soit plus que l'ombre du nombre, un reflet évanoui. Mais par rapport à cet objet évanoui, devenu le sujet,
Il faut au contraire maintenir l'objet comme ayant une fonction de lestage. Quelque part, l'objet A est toujours lié, articulé à un c'est ça. Ça fait mouche. Alors que le sujet ne cesse d'apparaître et de disparaître, puisqu'il ne se saisit que par le biais d'un signifiant qui le représente pour un autre signifiant. La conséquence est la suivante, l'une des conséquences. C'est qu'il s'agit moins de construire une clinique de l'objet, qui serait en quelque sorte objectalisée, que d'interroger ce qu'implique une clinique travaillée. On pourrait presque dire inquiétée par l'objet A. Ces remarques de Lacan résonnent avec ce qu'il disait déjà en 1964, lorsqu'il précisait « Aucune praxis plus que l'analyse n'est orientée vers ce qui, au cœur de l'expérience, est le noyau du réel. » Et en 1976, lors de l'ouverture de la section clinique, il y revient en donnant une définition rigoureuse de la clinique psychanalytique, lorsqu'il affirmait le réel comme l'impossible à supporter. Et c'est dans ce même texte qu'on trouve la référence à la question de Miller et à la réponse de Lacan, que j'ai précédemment citée. Les formes cliniques, agencées dans les structures cliniques, c'est comme ça que Lacan parle dans les années 60. Et au début des années 70 encore, ne sont que des défenses contre ce réel. Et ce qui spécifie la psychose et que Lacan a isolé dans son séminaire 3, à savoir la forclusion, la fameuse Verwerfung, eh bien la forclusion est aussi une modalité de défense. L'objet A n'est pas pour autant le réel. Il dépend de l'articulation signifiante et à ce titre a une valeur de semblant. La remarque est importante de ne pas confondre réel et objet A, et c'est ce que Jacques-Alain Miller nous rappelle toujours dans son texte clinique ironique. Je le cite, c'est pourquoi l'objet A en tant que semblant a sa place entre le symbolique et le réel. L'objet A est à la rencontre du symbolique et du réel. Ce n'est pas du réel, et ce n'est pas non plus du symbolique au même titre que le signifiant, comme élément discret qui constitue le symbolique comme ordre. La psychose, la clinique de la psychose, objecte à cette catégorie de l'impossible, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, réalisant à rebours celle du nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire. La remarque a son importance pour montrer que les catégories qui ont tout leur poids dans la clinique des névroses sont parfaitement exportables dans la clinique des psychoses, à condition d'en assurer des définitions spécifiques des usages singuliers.
Pourquoi le nécessaire? C'est que le sujet psychotique est un martyr, au sens du témoin, du nécessaire qui l'épuise, soit cette marée de jouissance qui l'envahit et dont dans l'après-coup il pourra peut-être porter témoignage. Ainsi, pour le paranoïaque, et on voit se profiler l'ombre de Schreber et de son texte dont je vais parler dans la suite de cette intervention, ainsi pour le paranoïaque, dans les défilés particulièrement élaborés de sa métaphore délirante. J'ai donc pris quelques concepts, quelques-uns seulement, en essayant de voir comment, selon les définitions, rappeler grosso modo que Lacan pouvait leur donner en fonction du moment de son enseignement, comment ces concepts-là pouvaient être exportés dans le champ de la clinique des psychoses, d'en tirer quelques conséquences. J'insiste, et ce n'est pas simplement une formule de style, de façon modeste et limitée, mais néanmoins non sans une certaine assurance. Il me faut donc en venir au texte de Schreber. Que je relisais encore ces jours-ci en pensant à cette présentation et que l'on doit affirmer comme ayant la valeur d'une véritable théodicée qui peut rivaliser avec celle des meilleurs philosophes ou théologiens. La poésie en moins, puisque, suivant une remarque de Lacan dans son séminaire 3, Schreber n'est absolument pas poète. Donc, à propos de Schreber, au chapitre 13 de ses mémoires, le président oppose la possibilité de son suicide, je cite, « Il me faudrait un jour me donner la mort ». Il oppose donc cette possibilité, en finir, se tuer, c'est trop difficile. La souffrance dont il est l'objet, mentalement et dans son corps, est telle qu'il faut en mourir. Eh bien, il oppose cette possibilité de son suicide au compromis mental raisonnable, comme il dit, en l'occurrence accepter l'idée de l'éviration et d'être transformé en femme. Il écrit, c'est une phrase souvent citée, très belle, tout au moins dans sa version française, « J'ai inscrit sur mes étendards le culte de la féminité ». Or, rien ne s'opposait autant au narcissisme du président et à sa virilité que d'être transformé en femme. Mais justement, il doit accepter un compromis s'il veut continuer à vivre. Cette opposition, avec d'un côté idée et mots et de l'autre acte suicidaire, avec d'un côté métaphore et de l'autre côté passage à l'acte, a son importance. Elle a son importance parce que la question du passage à l'acte et du suicide, évidemment, cette opposition à son actualité pour la psychose et pour les psychotiques hospitalisés et reçus en cabinet, où la menace du suicide est pour eux présente. Ô combien. Donc reprendre l'opposition telle qu'elle est travaillée dans
l'admirable texte de Schreber, c'est aussi avoir des outils pour la clinique quotidienne. Cette opposition, Schreber la subjective en ces termes. Je cite, « Je serais curieux qu'on me montre quelqu'un qui, placé devant l'alternative ou de devenir fou, en conservant son habitus masculin, ou de devenir femme, mais saine d'esprit, n'opterait pas pour la deuxième solution. C'est pourtant bien comme cela et pas autrement que pour moi la question se pose. » Et ce revirement dans la position de Schreber, qui jusqu'alors s'est absolument refusé à devenir une femme, tout son être viril en quelque sorte s'y opposant, toute la puissance de sa pensée, de ses raisonnements voulant l'empêcher, au moment même où il consent à ce revirement, un effet apaisant apparaît. Je cite, « Me consacrer à la féminité est la seule façon pour moi d'accéder pendant la journée à une condition corporelle supportable et de trouver la nuit le sommeil réparateur à mes nerfs. On ne saurait être plus précis sur les effets d'apaisement produits par cette acceptation du dessein de Dieu. Certes en contradiction avec l'ordre de l'univers, attentatoire même à l'ordre de l'univers, mais qui fait justement l'inouï de ce que rencontre Schreber lui-même dans son délire. Dieu lui veut quelque chose, il veut le transformer en femme. Cette opposition, je répète, mot acte suicidaire, métaphore passage à l'acte, indique comment cette mise en forme, cette constitution d'un sens, peuvent dégager, certes de façon très précaire, le sujet, le dégager donc d'une identification à l'objet qui, dans la psychose, n'est pas perdu et a vocation à chuter, à choir sans médiation. Le raptus suicidaire du mélancolique, par exemple, le démontre, puisque dans ce cas, le sujet se confond à cet objet qu'il a à sa disposition. Il rejoint, au-delà de l'image, l'objet qu'il est devenu. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi à un point tel qu'il est devenu l'objet. C'est donc spécifiquement au défaut du témoignage, au point d'arrêt du défilé signifiant futile insensé, que se dénude la sortie hors de la scène dans le réel du monde. Telle la défenestration dans le raptus mélancolique et dans les manuels de psychiatrie bien construits disent que le jeune clinicien, l'interne notamment, doit y faire très attention. Au moment où le malade est le plus calme, que peut-être l'identification à l'objet va se produire. À partir de ces remarques, se saisit cette oscillation subjective entre l'objet A et grand A que la paranoïa notamment réalise. En effet, le sujet d'une part peut se faire l'objet de la jouissance de l'autre, puisque le Dieu de Schreber jouit de Schreber
par le biais des nerfs de la volupté, se faire même le reste dépouillé, cadavre lépreux, dira le président, de la jouissance effrénée de l'autre, s'offrir pour Schreber comme chose pensante passivée, res cogitans, disait Descartes, pour la jouissance continue de l'autre divin. Et Schreber ne cesse de dire comment il est absolument passivé à vouloir se faire la chose sexuelle de l'autre divin, étant entendu que ce n'est pas lui qui le veut, mais l'autre divin qui le lui impose. Ce sont les miracles divins dont il est le martyr. La lecture de Schreber démontre par ses descriptions extrêmement fines ce que j'affirme là de façon plus ramassée, plus abstraite. Et je ne peux que renvoyer au texte de Schreber, mais lire des passages un peu longuement ne fait pas partie de l'objet de mon intervention, mais le texte est facilement disponible. Donc d'une part, se faire l'objet de la jouissance de l'autre, être la chose sexuelle de Dieu, et d'autre part, il peut lui-même être l'autre, être en l'occurrence réduit à l'autre féminin. C'est pour ça que j'écris autre sans la barre. L'autre féminin existe, la femme existe, pour preuve, il la devient. Être réduit donc à l'autre grand A féminin, la femme de ce Dieu déréglé qui est son interlocuteur. La femme qui s'offrirait au rapport sexuel dans le réel, puisque transformée en femme, Dieu pourrait enfin le féconder, et Schreber, devenu l'autre féminin, pourrait donner naissance à une nouvelle race d'hommes qui peuplerait la terre. Et Schreber décrit comment pour lui le monde des autres, des semblables, s'est déconstruit puisqu'il ne reste plus par-ci par-là que des hommes bâclés à la 6-4-2 et que le monde s'est dépeuplé et qu'il s'agit donc de le repeupler. Après l'objet, et la façon dont il se spécifie dans le cas de Schreber, je voudrais aborder un nouveau binôme, flux-reflux. Schreber témoigne, je cite, un peu longuement. « Je me tiens prêt, dit-il, à tout moment, à soumettre mon corps à tout examen médical que ce soit, pour que puisse être vérifié si mes allégations sont exactes. Au moment de l'approche des rayons divins, ma poitrine peut convaincre n'importe qui de la présence de seins féminins relativement bien développés. Tous ceux qui voudront me regarder pourront voir de leurs yeux ce phénomène. Je suis donc quasiment en situation d'administrer la preuve des visus. » Vous trouvez cette citation dans le chapitre 21. Alors que, je le rappelle, les citations sur les étendards de la féminité se trouvent au chapitre 13.
Épinglons cette modalité expérimentale par laquelle Schreber offre son corps et ses modifications et fait des divers miracles divins au regard de l'autre. Mais cet autre, en l'affaire, c'est le regard scientifique du médecin. La singularité de cette modification qui touche à l'apparence du corps propre ne se saisissant que rapportée à la généralité du discours de la science, à ce champ structuré du seul visible. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Schreber pense dans les termes des sciences expérimentales, de l'observation, du constat. Une clinique qui touche, qui observe, qui vérifie et qui est convaincue par ce qu'elle observe. Par là, par ce projet qu'il développe, notamment au chapitre 21, et vérifier en une pureté remarquable cette clinique du voir qui fonde la médecine dans le discours de la science et dont le paradigme à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle est bien évidemment l'anatomopathologie. Schreber précise, pour moi, il est subjectivement certain que ces organes féminins se présentent dans mon corps d'une manière qui n'a d'exemple que chez la femme. C'est la conviction que j'avais. C'est donc dans cette phrase que l'on trouve l'expression subjectivement certain que j'ai utilisée pour titre de cette intervention filmée. Le paradoxe de cette formule, cette contradiction dans les termes, n'échappe pas et amène à interroger non point la suite des purs énoncés de la métaphore délirante, qui se trouverait là réifiée, mais la position subjective du président, telle qu'elle s'y inscrit en enclenchant la conviction, la certitude, délirante certes, mais certitude a priori. Mais justement, le paradoxe, c'est que cette certitude a priori, il essaye, lui, de l'offrir à la constatation a posteriori. Il s'agit d'un point bascule, où le champ du visible, l'autonomie du voir, chère à la médecine expérimentale, sont démantibulés par cet envahissement du signifiant déchaîné dans le réel, et qui est la définition que Lacan, dans le séminaire 3, donnait de l'hallucination verbale, même si son point d'impact est le corps, donc hallucination synesthésique. Reprenons cette référence à la certitude et à la conviction qu'elle emporte dans le procès psychotique. Dans son article « Le temps logique », qui est daté de 1945, Lacan démontre que la certitude n'est jamais garantie absolument dans le discours qu'il a construit. La certitude est toujours anticipée, contrairement à ce que met en acte la psychose.
cette anticipation de la certitude pointant cette, je cite Lacan en 1945, pointant cette référence temporalisée de soi à l'autre petit a, grâce à laquelle l'acte conclusif est possible. Et avec l'acte, on retrouve ce que j'ai dit précédemment à propos de l'objet inséparable de la dimension de l'acte pour en saisir la possibilité, grâce à laquelle donc l'acte conclusif est possible, en l'occurrence cette conclusion qui résout le raisonnement par lequel, selon les termes du sophisme présenté, chaque prisonnier doit logiquement découvrir sa couleur, c'est-à-dire s'affirmer, là est l'essentiel, comme je, J-E. Et la question qui se pose, c'est comment chacun peut s'affirmer comme je, J-E, et trouver la certitude par laquelle il peut se définir comme subjectivité. Et non pas simplement être pris au miroir du semblable et de l'imaginaire qui tourne en rond sans fin. C'est par cette référence au temps qui échappe à toute saisie en termes de durée extérieure au raisonnement que la logique classique, qui est une logique du voir et de ses incompatibilités, se trouve subvertie. La psychanalyse nous oblige à penser autrement la temporalité, l'acte et la causalité qui est dans une telle optique souvent mécanique. C'est dans ce passage du temps pour comprendre, au moment de conclure, que surgit cette forme spécifique du temps, qui est un temps d'arrêt, qui se marquera subjectivement pour chacun comme un temps de retard. Et souvent, les analystes reçoivent justement des sujets qui s'adressent à l'analyste la première fois, parce qu'ils font l'épreuve de ce retard où leur vie leur échappe, où leur monde ne tient plus. Sous la pression de ce temps de retard qu'aucun chronomètre ne peut mesurer en le spatialisant, l'acte conclusif peut se manifester. Et vous voyez, je ne parle de l'acte et de la conclusion anticipée par une certitude qui l'est par définition, je ne parle de cela que pour mieux faire saisir la spécificité de la certitude dans la psychose et notamment dans la paranoïa du président Schreber. C'est-à-dire que la certitude subjective ne supprime pas le doute, mais au contraire, c'est parce qu'il y a doute que ce moment subjectif de certitude s'impose comme venant conclure. Cependant, il n'y a pas d'absolue garantie de celle-ci dans le procès discursif, et c'est précisément cette anticipation qui fondera la possibilité de la certitude. L'obsessionnel ne s'y résout pas, puisque chaque fois qu'il voudrait poser un acte, il voudrait en même temps que lui soit donné par un autre qu'il aime bien la garantie, la certitude qu'il obtiendra ce qu'il veut. Ne prenant pas de risque, évidemment, il choisit une forme de lâcheté par rapport à l'acte. À rebours, le texte de Schreber, et c'est là où nous voulions en venir, mais nous avions la nécessité de donner quand même quelques définitions, quelques repères, et que cet exposé ne soit pas une suite d'affirmations non démontrées, même s'il y a beaucoup de points qui mériteraient des développements plus longs, plus systématiques, je le sais. Donc, ce que nous montre Schreber dans son raisonnement, notamment tel qu'il se déploie au séminaire 21,
C'est une certitude non anticipée dans le raisonnement qui la constitue. Il n'y a pas cette dimension de tension temporelle où l'affirmation est nécessaire pour se dégager de la prise moïque, où l'autre ne peut que conduire à l'erreur, l'identification au petit autre. Cette certitude est a priori légitimée par le seul champ de la constatation et de l'évidence dans le visible. Il n'y a chez Schreber aucun doute qui anticipe ce procès. Ou plus justement, quand il fait preuve d'un doute, c'est en cela que son texte est si passionnant, le doute n'a vraiment jamais tout à fait le statut de doute au sens cartésien du terme, parce que l'affirmation, la certitude, la conviction a priori est indestructible. C'est un doute de circonstance qui ne pourra jamais déconstruire la certitude, et le doute ne sert en quelque sorte qu'à appâter le lecteur ou l'interlocuteur pour qu'enfin il soit convaincu. Il y a une dimension pédagogique dans le texte de Schreber. Il veut expliquer au monde, y compris dans les termes de l'autre, ceux du monde, comment pour lui, son propre monde, inconnu de tous, fonctionne. Son interlocution sans cesse avec Dieu. La certitude délirante de Schreber ne résulte pas d'une référence temporalisée à l'autre grand A, mais de la seule mise à plat d'un déjà là, spatialisé, excluant la tension temporelle. Autrement dit, l'adresse à l'autre est toujours ratée pour anticiper par un doute heuristique la possibilité de la conclusion. Il faut revenir au texte de Schreber pour le faire saisir, au moins le faire un peu saisir. Ce qu'offre en effet à voir Schreber, c'est la modification de son corps dans ce gonflement, dégonflement de ses seins. Et j'utilise là une opposition, gonflement-dégonflement. J'utilise cette expression en référence à un texte de Jacques-Alain Miller, Biologie lacanienne et événements de corps. Texte qui a marqué notre champ par la rigueur à partir de Lacan de ce qui y est démontré des rapports entre le signifiant et le corps, entre le vivant et le parlant. Autrement dit, dans la description de Schreber, il y a une pulsation, un flux-reflux de la jouissance divine qui l'envahit puis se retire. Il ne cesse, dans ce chapitre 21, d'insister sur ce point. Dieu s'approche, puis se retire. La jouissance intense trouve sa chute par une jouissance moindre et limitée. Acmé de jouissance, retrait de jouissance. Autrement dit, on a affaire à un véritable fordat freudien entre le sujet et l'autre divin. Le scopique dans cette description fine des mémoires est certes prévalent, mais toujours rapporté à une logique du signifiant, à une voix, VOX, qui vocifère, commande férocement, jouit. Un impératif. Dieu l'exige. Et on ne comprend rien à la description de Schreber si on n'entend pas ce dont témoigne le président que Dieu exige. Et il veut de la jouissance.
Le président offre moins son corps à l'observation médicale que sa certitude dénuée de doute à la contemplation de l'autre. Il y a une très belle phrase de Lacan qu'on trouve dans son séminaire RSI, tenu en 74-75, qui est inédit, et où il dit « La paranoïa », et ça nous interroge donc à propos de Schreber, c'est une voix, VOX, qui sonorise le regard qui est prévalent, c'est une affaire de congélation du désir. Autrement dit, le regard dont parle Schreber est inséparable de la sonorisation de l'hallucination verbale, où Dieu parle dans le réel. Clinique du voir donc certes, mais que la non-inscription de la coupure du sujet d'avec l'autre qu'inscrit petit a place dans la dépendance de la voix déchaînée, insensée, hallucinée, qui fait retour dans le réel, là où très précisément le sujet la situe. Dieu est au dehors, Dieu lui veut quelque chose, Dieu lui parle. Ces remarques sur les concepts de Lacan et sur les mémoires du président Schreber ne sont possibles qu'au-delà de la seule prise en compte de la logique du miroir, dépliée dans la question préliminaire, quelle que puisse être sa radicalité intellectuelle. C'est-à-dire que la lecture de Schreber, même si elle est extraordinaire, à partir du séminaire 3 ou à partir de l'article de la question préliminaire, cette lecture implique d'autres outils. Nous ne le savions pas avant que Lacan ait produit son enseignement, mais depuis qu'il l'a produit, nous le savons. En effet, il y a une fixation dans la question préliminaire sur cette dimension de logique du miroir à propos de Schreber, y compris par rapport à la façon qu'il a de se déguiser en femme ou de se voir au miroir en cachant ses organes génitaux, en croisant les cuisses, et où il voit une femme. Effectivement, cette expérience de Schreber nous articule la pensée, l'être, L'apostrophe E, accent circonflexe, TRE, et la jouissance, comme y insiste Lacan dans son séminaire Encore. Il dit « Nous sommes joués par la jouissance, la pensée est jouissance, ce qu'apporte le discours analytique, c'est ceci, qui était déjà amorcé dans la philosophie de l'être, il y a jouissance de l'être. L apostrophe E accent circonflexe TRE. Phrase, je vous l'accorde, difficile lorsqu'elles sont dites, mais que nous pouvons garder comme pierre blanche d'un travail à venir. Mais il est possible d'apporter un début de commentaire. Et pour ce faire, je me référerai à l'article de Jacques-Alain Miller, déjà cité, Biologie lacanienne et événements de corps. Miller dit « se jouer » participe passé au pluriel par la jouissance,
dont je viens de parler à propos de la citation de Lacan, ce jouet par la jouissance, se distribue en deux propositions tout à fait précises. Premièrement, la pensée EEST jouissance, et deuxièmement, il y a jouissance de l'être L'. La jouissance paranoïaque vient ici à l'appui de cette correction apportée à l'axiome cartésien et elle le développe même bien au-delà du stade du miroir. Autrement dit, j'ai essayé de prendre quelques concepts qui ont été prioritairement élaborés par Lacan dans sa lecture de Freud à partir du champ des névroses, de voir comment ces constructions de concepts pouvaient être exportées dans le champ des psychoses, et j'ai tenu enfin à montrer, ou à suggérer plutôt, comment la lecture de Schreber nous oblige aussi à y faire retour à partir de textes postérieurs au séminaire 3 et à la question préliminaire, et même à faire référence à des textes de la fin de l'enseignement de Lacan, comme le séminaire Encore ou RSI, pour que justement l'enseignement clinique du président Schreber trouve sa force. Nous avons toujours à apprendre du psychotique, et là notamment de la paranoïsation, de la construction de sa théodicée, et que cette lecture nous oblige, ligne à ligne, parfois mot à mot, à remobiliser les concepts de la psychanalyse en les rapportant au moment dans lesquels Lacan les construit et en affirmant effectivement que les concepts, tous les concepts de la psychanalyse peuvent être utilisés pour saisir la spécificité du champ des psychoses sans hésitation, mais toujours en se demandant la modalité, les modalités par lesquelles il se spécifie. Je reviendrai à une autre occasion sur Schreber. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo et j'y donnerai pour titre « Président Schreber II, le danger ». Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.